À la une de l'actualité, la vaccination anti-Covid désormais préconisée pour les enfants les plus fragiles. Recommandation de la Haute Autorité de Santé. Vacciner les 5-11 ans susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Cette prise de position intervient alors que le variant Omicron poursuit son expansion dans le monde. Un premier cas a été détecté en France sur l'île de la Réunion. 46 ans après sa disparition, le Panthéon s'apprête à accueillir Joséphine Baker, cérémonie présidée en fin d'après-midi par Emmanuel Macron. La star américaine de music-hall qui avait été à la fois résistante et militante des droits civiques sera honorée en fin d'après-midi, l'occasion pour nous de revenir sur son parcours hors norme. Et puis elle a dit cette nuit adieu à la reine Elisabeth de la Barbade, est devenue à minuit une république. L'île des Caraïbes, déjà indépendante du Royaume-Uni depuis plus de 50 ans, a célébré sa transition vers l'ex-gouverneur général Sandra Masson est devenue sa première chef d'État. Vous verrez. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. C'est une prise de position qui était attendue en France. La Haute Autorité de Santé vient de rendre son avis sur la vaccination des 5-11 ans. La HAS qui préconise de vacciner les enfants les plus fragiles, ceux susceptibles de développer une forme grave de la maladie, ainsi que ceux vivant dans l'entourage d'une personne fragile non éligible à la vaccination. Cet avis intervient alors qu'Omicron poursuit son expansion dans le monde. Ce variant détecté officiellement la semaine dernière en Afrique du Sud a d'ores et déjà été identifié dans une quinzaine de pays, dont la France. Un premier cas vient d'être confirmé ce matin sur l'île de la Réunion. Florent Rodeau. Le week-end dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait prévenu. L'arrivée du variant Omicron sur le sol français n'était qu'une question de temps. C'est désormais une réalité. Avec ce tout premier cas enregistré sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un homme de 53 ans. Ce voyageur a voyagé en tout cas au moins 2 pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. Donc cette personne a été placée à l'isolement ? Placé en isolement, mais aussi son entourage. Symptômes classiques, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue. Avec ses multiples mutations, ce variant Omicron fait craindre le pire. Est-il plus dangereux et plus résistant au vaccin ? Les experts tentent depuis plusieurs jours d'apporter des réponses. Une nouvelle menace qui pourrait pousser encore plus de Français à se faire vacciner, notamment pour la dose de rappel, la 3e, ouverte à tous les adultes depuis samedi dernier. Dans ce centre de vaccination parisien, environ 300 injections sont réalisées quotidiennement. Ça s'est très bien passé et je fais mon devoir de citoyen et je suis très content. Concernant cette 3e dose, plusieurs médecins appellent les Français à ne pas attendre un éventuel nouveau vaccin adapté au variant Omicron. Même si le PDG de Moderna l'a dit, il est peu probable que les vaccins existants soient aussi efficaces contre ce nouveau variant. Et la question de la vaccination qui enflamme toujours les débats dans les Antilles françaises. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé hier soir en Martinique après une visite de 24 heures en Guadeloupe. Première étape qui s'est achevée par un dialogue de sourds avec l'intersyndicale. Les violences se poursuivent. Le gouvernement envoie des forces de sécurité intérieure supplémentaires pour faire face. Florent Rodeau. L'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, pour ces Martiniquais, c'est une bien mauvaise idée. D'obliger aux jeunes de prendre un vaccin, ça veut dire qu'on est encore en esclavage ou bien on est encore sous une... Il faut être obligé pour prendre un vaccin. Non, on ne peut pas faire ça. Après l'accord de méthode signé avec le gouvernement, les syndicats à l'origine du mouvement attendent des annonces. Pas des déclarations d'intention, surtout pas venir simplement se présenter pour faire croire qu'on va apporter le calme. Le calme ne reviendra qu'avec des dispositions concrètes. Avant la Martinique, Sébastien Lecornu était pendant 24 heures en Guadeloupe, où la situation est beaucoup plus tendue et les barrages toujours aussi nombreux. Pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radicaux aussi. Dans l'après-midi, le ministre des Outre-mer a rencontré l'intersyndicale qui demande notamment l'arrêt des suspensions des non-vaccinés. Mais l'entrevue ne dure pas 10 minutes à peine pour un dialogue de sourds. Si réellement
il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Seule annonce du ministre à ce stade, l'envoi en Guadeloupe de 70 gendarmes mobiles, mais aussi 10 membres du GIGN supplémentaires. Une mission pour le moins délicate les attend, lever les barrages et ramener le calme sur l'île. Après avoir laissé planer le doute pendant des mois, Éric Zemmour va enfin sortir aujourd'hui de l'ambiguïté, officialisée à la mi-journée sa candidature à la présidentielle dans une vidéo qu'il mettra en ligne tout à l'heure sur les réseaux sociaux. À 4 mois et demi de l'élection, l'essayiste polémiste va se placer sur la ligne de départ après une pré-campagne pour le moins électrique émaillée aussi de nombreuses polémiques. Regardez. Cela faisait des mois que le compte à rebours avait commencé. Dès le lendemain des régionales, le 27 juin, après l'échec du Rassemblement national, des affiches Zemmour président fleurissent sur les murs de plusieurs villes de France. Il est alors crédité de 5,5% d'intention de vote. À la rentrée, la promotion de son nouveau livre « La France n'a pas dit son dernier mot » a des allures de meeting. Bonjour madame. Nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français. Il débat face à Jean-Luc Mélenchon, part avec Marion Maréchal rencontrer Viktor Orban, une stratégie payante. Le 6 octobre, un sondage le donne au second tour devant Marine Le Pen. Condamné à 2 reprises pour provocation à la haine raciale par le passé, il continue de multiplier les polémiques, comme sur ce salon où il vise des journalistes avec un fusil d'assaut. Ces derniers jours, ses déplacements sont compliqués. Il est refusé par plusieurs salles à Genève et Londres. Ses sondages chutent, désormais à 5 points derrière Marine Le Pen. Et il est chahuté à Marseille. Ouh, retourne chez toi! Prochaine étape, obtenir les 500 parrainages d'élus. Son premier meeting officiel aura lieu dimanche prochain au Zénith de Paris. Et à l'approche de la présidentielle, ce que certains verront sûrement comme une réponse aux extrêmes. L'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, c'est pour aujourd'hui, 46 ans après sa mort. L'artiste américaine résistante espionne pendant la guerre, militante antiraciste, revient aujourd'hui en pleine lumière. Elle va rejoindre en fin d'après-midi les grandes figures françaises sur la montagne Sainte-Geneviève. À cette occasion, nous serons en édition spéciale dès 17h15 heure française. Toute la journée, nous allons revenir sur son parcours hors norme, outre-Atlantique, mais aussi ici en France, où elle avait élevé ses 12 enfants. Sonia Patricelli revient sur ce parcours dans une émission spéciale d'À l'affiche. Je vous propose d'en découvrir tout de suite un extrait. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Explorer les images d'archives de Joséphine Baker, c'est aussi se replonger dans la Seconde Guerre mondiale et la résistance. Star à la renommée internationale, elle avait ses entrées partout. Une notoriété que Joséphine met au service de la France libre. J'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheureux. Alors, dès 1939, Joséphine Baker est contactée par le capitaine Jacques Apthey du 2e bureau, c'est-à-dire le bureau des renseignements. Jacques Apthey va se faire passer pour le secrétaire de Joséphine et ils vont partir en tournée en Afrique du Nord pour pouvoir apporter là-bas un certain nombre de documents qui vont, par le truchement de partitions sur lesquelles il est écrit des renseignements à l'encre sympathique, vont faire passer toutes ces informations jusqu'en Angleterre. Elle s'engage dans la résistance, dans le sillage du général de Gaulle, elle continue à faire du renseignement et en plus, elle fait autre chose, elle fait ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire qu'elle va montrer aux Alliés l'importance de Gaulle à un moment où les Alliés doutaient, se demandaient est-ce qu'il fallait travailler avec De Gaulle. C'était pas gagné. Et c'est une femme qui est profondément gaulliste, hein, Joséphine Baker, qui le restera d'ailleurs toute sa vie. Quand elle est au Milan et qu'elle cache famille juive ou des aviateurs américains et qu'il y a des patrouilles de soldats allemands
autour du château, évidemment, il y a frayeur et il y a inquiétude. Mais en aucun cas, elle ne sera dénoncée de la part de ses voisins. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir encore toute la journée dans le Paris Direct, notamment à 13h15, heure de Paris, avec la propriétaire du château des Mille-Landes qui nous rejoindra sur ce plateau. Elle aurait dû être fixée sur son sort aujourd'hui. Aung San Suu Kyi n'entendra pas le verdict de son procès. Celui-ci a été reporté au 6 décembre prochain. L'ex-dirigeante birmane, assignée à résidence depuis le putsch militaire du 1er février, est poursuivie dans ce dossier pour incitation et violation des protocoles sanitaires. C'est ce que nous explique Coralie Henel. Une salle d'audience sous haute surveillance. Cette scène captée en mai dernier est la seule image du procès d'Aung San Suu Kyi dont nous disposons. Les médias ne sont pas autorisés à y assister. Démocratiquement élue en novembre 2020, l'ancienne dirigeante birmane a été renversée il y a 10 mois par la junte militaire. Elle est désormais assignée à résidence dans un lieu tenu secret. Âgée de 76 ans, elle risque au total une peine de plus de 100 ans de prison pour incitation aux troubles publics, corruption, violation de la loi sur les secrets d'État, fraude électorale et violation des règles anti-Covid. Des accusations rejetées par Aung San Suu Kyi. De son côté, l'ONU continue d'appeler à la libération des prisonniers politiques. We are expressing our continued concern over this intensifying crackdown and treatment of detainees by the military, including increased reports of sexual violence. Credible reports indicate that at least 175 people have died while in custody since February of this year. Depuis le coup d'État, plus de 10 000 opposants à la junte et défenseurs de la démocratie ont été arrêtés. L'association d'assistance aux prisonniers politiques, une ONG locale, rapporte des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire. La reine Elisabeth II a perdu cette nuit un nouveau joyau de sa couronne. La Barbade a scellé à minuit son divorce avec la couronne britannique, déjà indépendante du Royaume-Uni depuis plus de 50 ans. L'île des Caraïbes, connue pour ses plages paradisiaques, s'est officiellement proclamée république avec à sa tête, vous allez le voir, une femme en guise de chef d'État, Coralie Henel. Aux 12 coups de minuit, la Barbade devient officiellement une république. Près de 400 ans après l'arrivée des premiers navires anglais sur les côtes de l'île, la présidente Sandra Mason, élue en octobre dernier, prend ses fonctions. We are Barbadians. We, the people, must give Republic Barbados its spirit and its substance. We must shape its future. Le drapeau présidentiel remplace l'étendard de la reine sous le regard de l'héritier du trône britannique. Invité à la cérémonie, le prince Charles tenait à souligner l'amitié entre la Barbade et le Royaume-Uni. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Mais sur place, la présence d'un membre de la famille royale fait débat, car la couronne britannique laisse derrière elle un héritage douloureux. Pendant plus d'un siècle, la Barbade a été au cœur de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La Grande-Bretagne a envoyé des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, la toute nouvelle République espère prendre ses distances avec son passé colonial. Mais les défis sont de taille, l'inflation pèse sur le quotidien des habitants et l'économie du territoire, très dépendante du tourisme, est fortement fragilisée par la pandémie. Et fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info revient dans quelques instants sur France 24.